Salut, 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 bonjour, bonsoir à tous, à toutes, comme vous voulez. Votre parcours de vie, une émission au cours de laquelle nous allons voyager à travers le temps, à travers les époques, avec des personnalités qui ont un parcours de vie, justement. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup histoire avec Sylvie Mélien, qui est juste à mes côtés. Bonsoir, bonjour Sylvie, comme tu veux, en créole, en français, en anglais, comme tu veux. Bonjour, bonjour. Alors, l'idée en elle-même, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a des gens qui sont dans le pays qui ont déjà beaucoup fait, et puis le public ne les connaît pas. Est-ce que tu penses que c'est une idée, le parcours de vie, à faire les gens? Oui, c'est toujours intéressant de connaître un peu les gens, surtout si ce sont des personnes qui n'ont pas forcément un ancrage dans l'île. C'est quand même intéressant de savoir d'où ils viennent et ce qu'ils font. Puisque ça permet de mieux comprendre en fait ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Sylvie Mélien, le nom Mélien en lui-même. Je suppose que tu as dû faire des recherches patronymiques, c'est la grande mode maintenant, tout le monde, etc. Ça vient d'où? Ça remonte à... Alors, j'ai fait quelques recherches. Il y a des Mélins en Bretagne. Mélin et Mélien, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, peut-être... Hein. Parce qu'en Martinique, il y avait des erreurs sur les patronymes, puisque c'était fait à la main. Et parfois, il arrive qu'il y ait eu des changements et qu'on découvre ces changements, effectivement, parce que le nom ou le prénom a été mal orthographié par celui qui écrivait dans les registres. Alors peut-être que ça vient de la Bretagne, peut-être pas d'ailleurs, mais on suppose que la famille est métissée, parce qu'il n'y a qu'à me regarder avec mes yeux verts, donc je suppose qu'il y a du métissage dans tout ça. Ouais. Et on retrouve les Méliens un peu partout en Martinique. Alors il y en a, le bastion se trouve à Grand-Rivière, puisque nous sommes apparentés aux chanteurs, aux marajous. Tout ça, c'est des noms de Grand-Rivière. Voilà, et puis bon, je connais pas toutes les branches, mais en tout cas, on est issus de Grand-Rivière. Ma mère était de Basse-Pointe, puisque c'est une demoiselle Crescent. Oui. Et donc toute la zone Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes, au Prêcheur on trouve des Méliens, au Lorrain on trouve des Méliens, à Trinité on trouve des Méliens, à Sainte-Marie également. Donc après les gens vont s'installer un peu partout à la Martinique. Voilà. Donc tu grandis où finalement? Ta petite enfance, ta prime enfance? Alors la prime enfance, en fait, j'avais un père militaire. Et son premier poste, son affectation, sa première affectation d'homme marié, puisqu'avant il était simple soldat, mais quand il s'est marié, il a fallu fixer un peu les choses. Et son premier poste se trouve en Alsace. Et donc je suis née en Alsace, à Colmar, puisqu'il y avait une importante caserne militaire. Et on y est resté quand même 6-7 ans. Ensuite, nous sommes partis en Polynésie, où nous avons vécu... Alors, attends, donc tes premières cours préparatoires de ta scolarité primaire, tu as commencé en Alsace? Alors, la maternelle, j'ai commencé en Alsace, et l'école primaire, enfin une partie de la maternelle et du cours préparatoire, le CE1, CE2 également. Tout ça à Colmar, non? À Tahiti. À Tahiti. Oui. Donc tu étais déjà. Donc finalement, c'est bon. Alors. L'Alsace, tu as atterri à Tahiti, alors là... Alors on est resté 2 ans et demi. Oui. 2 ans et demi à Tahiti, une île toute petite, encore plus petite que la Martinique, mais où on s'est bien acclimaté. C'est bien intégré aussi. Bien intégré. D'ailleurs, quand on regarde les photos de cette période-là, on a l'impression que je suis une Tahitienne. J'ai la couleur, je porte le costume traditionnel, etc. Oui. On était très intégrés et mon père, chaque fois qu'on voyageait comme ça, il ne voulait pas aller dans les résidences militaires. Il voulait toujours vivre au milieu de la population. En proximité avec les gens. En proximité avec la population. Donc à Tahiti, on vivait avec des Tahitiens autour de nous. Tu as eu l'occasion de retourner à Tahiti entre-temps? Entre-temps, je n'y suis pas retournée. Par contre, j'ai un frère, un grand frère d'avant-mariage que mon père a eu, qui vit toujours en Polynésie.
Voilà, donc tu grandis, école primaire, etc. Au moment du collège, de la 6e, tout ça, tu te trouves où? Puisque toi, c'est par escale. Hein. 6e, tu étais où exactement? Alors en 6e, j'étais en Allemagne. En Allemagne. Ça fait beaucoup d'escales. Oui, oui, c'est vrai, où on est resté 4 ans. On habitait à Offenburg, non loin de Baden-Baden. Pareil, à Offenburg, il y avait une caserne importante. C'est le seul endroit où on n'a pas pu vivre dans la population. Tu restais combien de temps là? Il y avait 4 ans. 4 ans quand même. Il y a une résidence, il y avait une résidence militaire où tous les militaires habitaient. Et donc on s'est retrouvés là. On a eu des fréquentations avec les Allemands, mais très peu en réalité. On était beaucoup entre Français. Entre Français. Alors là, on voit, évidemment, est-ce que tu es polyglotte? Est-ce que tu parles plusieurs langues? Tout ça, aujourd'hui, moi là, Polynésie, créole, français. Alors je suis née avec des dons, mais pas celui d'apprendre les langues étrangères. Tu parles pas allemand, par exemple? Alors, j'ai appris l'allemand. J'ai appris forcément, puisqu'à l'école, la première langue, c'était l'allemand. Mais comme ça n'est pas ma langue maternelle, quand l'autre séjour après l'Allemagne, c'était la Martinique. À cette époque, en Martinique, il n'y avait pas d'allemand. Ouais. On ne faisait pas. En langue vivante, on ne faisait pas encore allemand. Voilà. Donc, j'ai perdu. Dans ma famille, on parle pas l'allemand. À l'école, je pouvais pas apprendre l'allemand, donc j'ai perdu ce que j'avais appris en Allemagne. Alors, tu parles espagnol un petit peu, juste. Alors, des rudiments, vraiment. Bonjour, au revoir, j'ai faim. Oui. Je suis. Non, mais je crois qu'avec cette diversité de culture. Non, en termes de langue, non, je suis pas très. Voilà, tu n'es pas attiré tellement par. Alors. Je suis attirée par toutes les cultures étrangères, mais j'ai des difficultés à apprendre, voilà. Ou alors c'est un peu de fainéantise aussi, pour apprendre les langues étrangères. Mais rassure-moi, Sylvie, on ne parler créole quand même, on va comprendre au moins. Oui. Alors c'est ça la particularité, parce que le fait d'avoir voyagé beaucoup, à la maison, on ne parlait que créole. Ma mère ne nous parlait qu'en créole. Et quand elle était fâchée, créole, t'es qu'à... Tomber. Oui, alors là, on avait du créole à toutes les sauces. Mon père nous parlait en français et ma mère ne nous parlait qu'en créole. Donc, du coup, j'ai baigné dans ces deux univers. Alors, les études secondaires arrivent, etc. Tu t'orientes. Alors, quoi, tu te définis comme une classique ou une scientifique, une littéraire? Quoi exactement? Une scientifique, je suppose. Alors, sciences humaines, puisque l'histoire, ce sont des sciences humaines. Et c'est vrai qu'au moment du baccalauréat, j'hésite entre faire du droit et de l'histoire. Et à un moment, je voulais faire médecine, mais je crois que seconde, première, terminale, les sciences ne m'aimaient pas beaucoup, ou alors c'est moi qui faisais pas beaucoup d'efforts pour les sciences. Oui. Toujours est-il que j'excellais en histoire, géographie, et donc du coup, comme j'ai eu d'excellentes notes au bac en histoire-géographie, je me suis dirigée vers l'histoire, que j'aimais déjà beaucoup. Alors, donc tu as passé ton bac où ça en métropole, certainement, ouais. Alors, j'ai raté mon bac une première fois. Ah bon? À mon grand désespoir. Moi, je croyais que j'étais une élève brillante, qu'il n'y avait pas de problème, non? Dieu. Ça a été terrible de rater le bac. Tu as mal pris ça, ouais. J'ai très mal. D'ailleurs, dès qu'on utilisait le mot bac, moi, t'es qu'à foutre en pleurer à terre. Parce que j'ai eu beaucoup de mal avec l'échec. Aujourd'hui, je sais que l'échec est constructeur. Mais à l'époque, quand on est jeune, on a du mal avec l'échec. Et donc, j'ai échoué le bac. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir pour réfléchir pourquoi il y a cet échec-là. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas travaillé suffisamment. J'étais sur mes acquis. Toute la journée, j'entendais dire que j'étais une excellente élève. Et je me suis dit, j'y vais, les mains dans la poche. Ça doit passer, quoi. Ça va passer tranquille. Et c'est pas passé. Donc, on arrive avec mon père, avec la famille. Tu fais une deuxième année de terminale alors? Ouais. J'ai fait une deuxième année de terminale au lycée Schellcher. Ouais. Et là, effectivement, j'ai carburé. J'ai carburé et j'ai eu mon baccalauréat. Tu avais quel âge? 18, 19 ans? Alors, j'avais 18 ans. Ouais. J'avais 18 ans. J'avais 1 an d'avance jusqu'à maintenant. Et puis, avec ce redoublement, j'ai rattrapé, on va dire, cette année que j'avais en moins. Voilà. Alors donc, à partir de ce moment-là, tu fais un choix d'études
tu vas faire des études d'histoire. Oui. Je m'inscris à l'université Antilles-Guyane, puisque c'est comme ça que ça s'appelait comme ça. Je prépare un DUG en histoire. Et c'est vrai que quand on commence des études universitaires, au début, c'est très généraliste. Moi, je savais que je voulais travailler sur les Antilles, je savais que je voulais travailler sur l'esclavage, mais il fallait que j'attende d'être au moins en maîtrise pour pouvoir avoir un sujet de recherche. Et donc, je fais des études généralistes. J'apprends l'histoire des Romains, j'apprends l'histoire des programmes officiels, voilà, des choses qui auraient pu m'aider à passer le concours d'enseignant si j'avais voulu à cette époque. Puisque à cette époque, on pouvait, avec un DUG, passer le concours. Ce que je n'ai pas fait. J'ai continué, donc là, j'ai choisi de partir à Paris 4. Après le DUG, où j'ai préparé la licence jusqu'à la thèse de doctorat. Et j'étais inscrite à Paris 4 avec un professeur d'université du nom de Jean Meyer, et qui est le grand spécialiste de l'histoire maritime. Et donc, je me suis inscrite avec lui pour passer ce doctorat. Voilà. Donc, tu deviens enseignante certifiée d'histoire, etc. Tu deviens docteur en histoire, etc. Alors, les deux ne vont pas ensemble. Oui. Parce qu'au départ, évidemment, je me destine à aller à l'université. Puisque quand on passe un doctorat, c'est pour enseigner à l'université. Oui. Tu deviens maître de conférence, c'est ça. Voilà. Sauf qu'il n'existe pas de chaire d'histoire d'esclavage en France. Ça n'existe pas. Et puis en plus, je ne voulais plus rester en France. Je voulais retourner à la Martinique, une île que je connaissais pas bien, mais je voulais y retourner parce que mes parents y étaient retournés. Mon père est retourné en Martinique pour la retraite, et j'avais envie de mieux connaître cette île et de mieux m'y intégrer. Donc je reviens à la Martinique, toujours en période de thèse, puisque je fais une thèse comparatiste sur les méthodes esclavagistes, les institutions esclavagistes anglophones et francophones dans les petites Antilles du XVIIe siècle. Et donc, je choisis de faire une étude comparative entre deux îles, la Martinique et la Barbade, pour mieux comprendre, au XVIIe siècle, pour mieux comprendre comment les choses se sont mises en place au moment de la colonisation française et anglaise dans cette partie du monde. On continue justement. Tu es facilitatrice en intelligence patrimoniale. Alors là, tu vas expliquer un peu, c'est quoi exactement? Alors, c'est arrivé bien après la facilitation. J'ai travaillé quelque temps dans le réseau Canopé, qui est un opérateur de l'éducation nationale, et où j'ai eu plusieurs postes à Canopé, et je découvre ce qu'on appelle la créativité, le co-design, et ça me fascine. Ça me fascine parce que c'est une autre manière d'entrevoir la formation, c'est une autre manière de travailler, et c'est une autre manière d'accompagner les projets. On est beaucoup plus dans l'empathie, dans la bienveillance et dans l'intelligence collective. Et ça me fascine. Et donc, du coup, quand je quitte Réseau Canopé il y a 3 ans, je décide de me professionnaliser dans ces techniques-là de facilitation. Et donc, je m'inscris à l'université de Grenoble pour passer le diplôme de facilitation, ce que je suis aujourd'hui. Alors, en intelligence patrimoniale, parce que je suis historienne et que j'ai une expertise en histoire qui fait que je peux accompagner très facilement des projets autour du patrimoine, autour de la culture, autour de l'histoire. Voilà, donc je vois des petites réalisation et animation des ateliers Tressac, etc., traite négrière, abolition, commémoration. Donc, en quelque sorte, tu t'orientes déjà
vers Alors des non, spécialités. la facilitation, c'est quelque chose de très ouvert. Je peux accompagner, par exemple, j'ai accompagné le dialogue social au Lamentin. J'ai animé et scénarisé l'université de l'innovation des collectivités portée par le Je vois par CNFPT. exemple scénarisation et animation du Madiaton, etc. Alors, j'ai également été facilitatrice et j'ai mis en œuvre avec une équipe le Madiaton de 36 heures demain la Martinique porté par le professeur Charles Nicolas. Le professeur Charles Nicolas, ah oui, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Alors justement, toi tu es une spécialiste, tu es une technicienne, etc. Et c'est plutôt de la méthodologie que tu apportes aux gens lorsque tes interventions. Alors, quand je fais des interventions en facilitation, je rencontre le donneur d'ordre, c'est-à-dire quelqu'un qui a un souci ou qui souhaiterait mettre quelque chose en place. Donc, je l'écoute, je travaille avec lui, j'étudie son contexte et à la suite de ça, je vais scénariser, poser une problématique. On va se mettre d'accord sur la problématique. Donc, il y a un aller-retour avec le passeur d'ordre. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur la problématique, je vais utiliser des outils de créativité ou de co-design pour pouvoir permettre aux personnes qu'ils souhaitent inviter à réfléchir autour de cette problématique, à réfléchir sur cette problématique, donc à travers des outils. Donc, c'est un scénario. J'écris un scénario. Ça met du temps d'écrire ce scénario-là. Et une fois que le scénario est écrit, on invite des personnes à venir réfléchir à cette problématique. Et à la fin de cet atelier co-design, normalement, on a une solution ou bien des solutions à la problématique. Donc ça, beaucoup plus rapidement, on trouve des solutions plutôt que de faire des réunions à n'en plus finir. Quand on fait un atelier co-design, on va beaucoup plus vite dans la réflexion parce qu'en fait, on n'invite pas simplement des cadres, on invite vraiment toutes les personnes. Imaginons une entreprise, ça va être toutes les personnes qui composent cette entreprise qui va participer à cet atelier co-design. Alors on voit justement, là tu me parles de ton activité en tant que formatrice là aussi. Donc déjà tu as... Alors la formation, avant d'être facilitatrice, j'étais déjà formatrice. Ouais. J'ai été formatrice à Canopée d'abord. Je suis formatrice actuellement, jusqu'à maintenant. Et suivant les sujets, ça peut être en termes de pédagogie, ça peut être en termes éducatifs, ça peut être en termes de numérique, puisque j'ai été responsable de l'ingénierie éducative pendant 5 ans à Canopée. Donc je peux accompagner vraiment sur un certain nombre de choses. Je suis compétente pour un certain nombre de sujets dans le cadre de la formation. Alors, et justement, l'arrivée des nouvelles technologies, etc., est-ce que toi-même, tu t'es formé à ces techniques-là, évidemment, je suppose? Ah oui, au départ, il a fallu se former pour pouvoir former les autres. Ouais. Donc effectivement, j'ai suivi un certain... Alors, ici, en France, je suis beaucoup partie en France pour chercher les dernières technologies, être au fait des dernières technologies pour pouvoir ensuite former les personnes qui me demandent. Voilà. Donc, universitaire, etc., formatrice de formateurs, ça on a vu un petit peu, formatrice du CAPES créole. Donc, ça m'a interpellé, puisque tu m'as dit... Oui, alors il y a je suis intervenue, alors ça fait quelques années. 2008, je ne suis plus formatrice. Enfin, si on me demande d'intervenir, j'interviendrai. Ouais. Mais à l'INSPE, ce qu'on appelait l'école normale. L'IUFM, Manuela Antoine, qui portait le dossier CAPES créole, m'avait demandé d'intervenir dans le cadre du CAPES créole pour accompagner les étudiants sur tout ce qui est patrimonial et historique, puisque notre langue a cette charge historique. Et donc, les étudiants avaient besoin de cet éclairage. Et donc, c'est pour ça que je suis intervenue dans le cadre du CAPES. Alors, justement, là, on va faire une petite aparté. Tu m'as dit, notre langue a cette charge historique. Le créole à l'école, c'est un grand débat, etc. Oui. Tout le monde... donc là, effectivement, tu penses
Là, c'est pas une militante qui parle, tu penses que c'est... tu penses que le créole a droit de citer justement dans... C'est une langue vivante. Ouais, c'est une langue vivante. Qui est pratiquée. Est la langue vivante d'Haïti, qui est un État. Ça m'intéresse, Donc, par ce simple fait, ça fait de notre langue une langue vivante. Alors, c'est vrai qu'il y a des créoles. Il y a des nuances, créole, évidemment. Ouais. Il y a des créoles. Il y a le créole guadeloupéen, le créole guyanais, le créole martiniquais, etc., le créole haïtien. Mais il n'empêche que ce créole est une langue vivante. Est une langue vivante. Alors là, on arrive maintenant en 1996, etc., historienne. Ton parcours en tant qu'historienne. Ta première production en tant qu'historienne, ça a été quoi? Alors, les distilleries, j'ai un bouquin. Le premier livre que j'ai édité en tant qu'historienne, et c'était toujours dans le cadre de Canopée, parce que Canopée, ça a été quand même 13 ans de ma vie. Oui, c'est la canne à sucre et ses enjeux dans les petites Antilles françaises. Oui. Et c'est un projet qu'on portait avec Émile et Adi. Et à l'époque, c'est Gérard Dorion qui était directeur du CRDP, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il avait passé commande d'ouvrages sur les habitations sucreries. Oui. Et moi, j'avais fait la proposition plutôt de faire un ouvrage sur la canne à sucre, parce que je trouvais que partir de la canne à sucre ouvrait davantage le champ visuel et historique sur cette histoire. Donc, dans la canne à sucre et ses enjeux, la canne sert de fil rouge, puisque la canne date du 8e millénaire avant Jésus-Christ, donc je pars des origines, jusqu'à la dernière usine centrale à la Martinique et à la Guadeloupe. Voilà. Donc, on va poursuivre par les publications. Manuela, si tu peux nous faire voir déjà quelques jaquettes de bouquins qu'elle a sortis. Alors, donc tu t'intéressais surtout à l'univers, enfin au monde caribéen, on va dire ça. Oui. La Martinique, et puis les Antilles et la Caraïbe, oui. Alors, justement, la civilisation amérindienne, on en parle également beaucoup maintenant. Est-ce que ça a été un de tes chevaux de bataille? J'ai fait une exposition, j'ai fait un travail, j'ai travaillé sur les Amérindiens, oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler, par exemple, avec nos amis de Carisco? Non. J'ai toujours fait des productions pédagogiques, en fait. En fait, quand on regarde ce que je produis, c'est toujours en direction des enseignants. Ouais. Pour apporter de la matière. De la matière, documentaire, voilà, etc. Documentaire, parce que, bon, quand je suis arrivée en Martinique, j'entendais beaucoup qu'il n'y avait pas d'outils, qu'il n'y avait pas de ressources, qu'il n'y avait pas de... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé. Mes principales productions, c'est à direction des enseignants, du grand public, en fait. Hein. Ouais. Je suis entre l'historien et... j'essaie d'apporter un discours beaucoup plus accessible au public, au grand public et aux enseignants, tout en restant scientifique. Tout en restant scientifique. Par exemple, la démarche, on regarde là-dessus. Il y a des gens qui ont une pédagogie, surtout ludique. Est-ce que tu trouves que c'est également un élément qui est important? Ça dépend des niveaux. Hein, ouais. Alors, en Martinique, puisque je suppose qu'il s'agit de la Martinique, oui. C'est vrai qu'on partait de pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que quand je suis arrivée, il n'y avait rien, puisqu'il y avait quand même une université où il y avait des travaux, il y avait des colloques, il y avait aussi ce qu'on appelle l'association des historiens de la Caraïbe, qu'on appelle ACH, et donc il y avait des gens qui travaillaient. On ne peut pas oublier Mauvois, on ne peut pas oublier toutes les personnes, Armand Nicolas, on ne peut pas oublier non plus Émile et Adi. Enfin, ce sont des personnes qui ont porté des choses, qui ont amené des choses. Il y a Adélaïde Merland aussi qui a apporté beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas faire l'impasse de tous ces travaux qui ont été faits. Il y a Gabriel Debien aussi qui a beaucoup travaillé sur les Antilles. Léo Elisabeth. Voilà. Donc, il y a quand même des gens qui ont travaillé.
Mais ça restait quand même inaccessible, je trouve, au grand public. C'est-à-dire que le grand public... Et puis, aussi, il y avait les militants qui étaient en demande de ressources. Mais évidemment, de matière documentaire, voilà, etc. beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Très différent. Tout le monde s'empare de cette histoire et c'est très bien. Qu'on en fasse des jeux, qu'on en fasse des ouvrages pour les enfants, qu'on en fasse des films, des documentaires. C'est très bien parce qu'en fait, ça montre que cette histoire, c'est pas une histoire, même si l'histoire est figée dans le temps, mais elle vit. Elle vit et on peut en faire quelque chose. Et ça montre aussi la richesse de notre patrimoine et de notre culture. Ouais. Donc, peu importe la manière qu'on a de montrer cette histoire, c'est important qu'on en parle. Ouais, alors, et parallèlement, donc on va toujours rester sur ton parcours. Et alors là, on voit même qu'il y a une association qui s'écrit, l'association Patriculture. Mais oui, il faut bien qu'on en parle. Alors, une association, pourquoi? Est-ce que vous vous êtes mobilisés, etc. Comment ça s'est passé? Alors, c'est à la suite de mon... Depuis 2021, c'est tout frais, ça, c'est tout neuf, ça. Oui, c'est tout récent. Ben, ça correspond à mon départ à Canopée. Parce que le réseau Canopée a toujours constitué un cadre dans lequel on nous avait permis de pouvoir nous exprimer sur le patrimoine et la culture de notre île. Et du jour où je suis partie de Réseau Canopée, je n'avais plus ce cadre. Et donc, il me fallait créer un cadre. Donc, j'ai réuni quelques amis et j'ai demandé à José Jean-Alphonse de devenir enseignant de son état. Oui, en anglais. D'anglais, oui. Mais très intéressé par le patrimoine aussi et la culture. Je lui ai demandé de devenir président de cette association. Et dans cette association, tout ce que nous faisions dans le cadre de Réseau Canopée en termes de patrimoine et de culture, nous le faisons dans le cadre de Patriculture. Donc du coup, nous faisons des expositions, nous faisons des ouvrages, des outils, des expos, des vidéos, etc. Des ateliers. Il y a une matière documentaire. Il y a une matière documentaire. Au sein de cette association, nous avons un certain nombre de compétences. Nous n'avons pas que des historiens, parce que toutes les compétences sont bonnes dans cette association. Et nous essayons de proposer un certain nombre de choses au public pour continuer justement outils, quoi, à faire vivre ce patrimoine. Mais justement, Sylvie, je voulais vous dire, actuellement, vous constatez qu'avec justement cette nouvelle mouvance, il y a pléthore, pratiquement tous les soirs, il y a des conférences qui se font un peu partout. Est-ce que c'est pas excessif quand même, il faudrait peut-être canaliser tout ça. Il n'y a pas de monopole dans cette affaire-là, chacun est libre de voir comme il veut. Non, je trouve que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les publics. Vous imaginez s'il fallait que je sois toute seule sur la place. Quand on m'a écouté une fois, les gens peuvent se dire bon, ça va. C'est bien qu'il y ait une richesse, une diversité, des parcours différents, qui parlent de choses différentes, qui apportent des éclairages différents. Dès que la chose reste pensée de façon scientifique, approuvée, vérifiée, etc. Je trouve que c'est une bonne chose. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas montrer n'importe quoi, etc. Donc, mais vous sentez qu'il y a quand même une forte demande dans toutes les communes. On dit que ça devient une mode maintenant, tout le monde veut d'une conférence, etc. Ça... Oui, parce qu'il y a un besoin. Le contexte aujourd'hui, c'est pas sans rappeler ces jeunes qui se sont révoltés un peu, avec raison ou non d'ailleurs, contre le fait que notre patrimoine n'était pas révélateur de notre identité. Donc, il y a une demande aujourd'hui. Les gens ont envie de savoir, de connaître. Le contexte fait que on a l'impression d'être dans une île qu'on ne connaît pas bien. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que la Martinique, et pas seulement la Martinique, tous nos territoires sont des terres de richesse. Et que ces richesses, il faut les valoriser. Les valoriser, Et si on peut les valoriser à travers des conférences, des documentaires, des jeux, c'est aussi mieux connaître son île. Comment on peut imaginer qu'un étudiant, et je prends l'exemple des élèves que j'ai au lycée La Jetée,
quand j'ai posé la question de qui était déjà allé au prêcheur, sur une trentaine d'élèves, je n'ai eu que 2 doigts qui se sont levés. Donc il y a quand même une inquiétude de voir qu'on habite dans une île qu'on ne connaît pas. Donc c'est important qu'il y ait cette richesse de propositions et ça nous permet de mieux nous ancrer dans notre île. Voilà, mais justement, c'est très, très, très important ce que vous dites, parce que souvent, ce type d'enseignement, le professeur d'histoire, etc., il faut inscrire l'individu dans son environnement martiniquais, mais aussi caribéen, élargir un peu plus, etc. Ça a été une de vos préoccupations principales, je suppose. Ah bah c'est une préoccupation. C'est politique, hein, aussi. Alors d'abord, très égoïstement, pour moi-même. Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas vécu à la Martinique. Vous êtes remise en question à un certain moment. Donc j'avais besoin de connaître ce territoire. J'avais besoin de savoir comment il avait été organisé. J'avais besoin de savoir quelles sont les premières personnes qui y habitaient, comment ça s'est... Voilà, j'avais besoin de savoir pour moi d'abord. Et puis, à travers mes travaux de recherche, je me suis rendu compte à travers les différentes conférences que j'ai pu tenir qu'il y avait des personnes qui me posaient des questions auxquelles je pensais qu'on avait déjà ces réponses-là. Et donc, du coup, j'ai vu cette nécessité de produire des outils, des ressources qui puissent aider non seulement les enseignants, mais aussi mes élèves. Hein. Chaque fois que je fais cours, je fais toujours le parallèle avec notre île, la Caraïbe, l'Amérique du Sud, notre environnement. C'est important parce que pour être un citoyen bien debout, même si nous sommes français, même si nous sommes européens, mais nous sommes d'abord martiniquais. Alors Sylvie, justement, il y a des gens, vous savez, vous avez parlé vous m'avez donné pas mal d'éléments, mais la formation même géologique, est-ce que vous arrivez jusque-là à montrer des fois que les territoires ne sont pas sortis de terre comme ça, quoi? Alors ça n'est pas ma spécialité et je ne suis pas experte en la matière. Moi, je travaille principalement Mais dans votre association, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent également éclairer Alors, nous n'avons pas cette compétence-là dans l'association. Oui. Nous ne travaillons pas sur... Enfin... Si on peut faire un appel, c'est une idée que je vous dis. Oui, ça pourrait être une idée, mais j'avoue que ça n'est pas notre domaine d'expertise. On travaille vraiment sur les populations qui sont arrivées aux Antilles, les Amérindiens. J'ai produit par exemple une exposition sur les Amérindiens, sur les esclavisés qui sont arrivés à la Martinique, les colons. L'immigration indienne, etc. Non, je comme les vagues de peuplement, etc. Mais il y a, par exemple, des fois, avec des anthropologues, Bérard, avec ces gens-là, Thierry, Alors, je les connais, mais... Je les connais. Oui, parce que là, quand on explique la formation géologique de Martinique, on comprend pas mal de choses. Par exemple, l'arrivée, les premières implantations amérindiennes. Parce qu'on nous laisse entendre dans l'histoire, enfin, d'après les textes officiels français, ça s'est fait du côté... mais de l'autre côté, il y avait déjà des choses qui se faisaient, du côté atlantique. Oui. Tu as compris? Oui, Lorsqu'on a découvert les nouveaux sites, il y avait déjà des implantations amérindiennes là. Donc oui. ça remet tout en question. Alors, on a quand même des archéologues très importants. L'historien doit travailler avec l'archéologue. À la Martinique, on a un service d'archéologie qui fonctionne très bien. On a aussi des experts qui viennent régulièrement dans l'île. On a un archéologue du nom de Benoît Bérard qui travaille beaucoup sur cette période-là. Et j'avoue que je préfère lui laisser son domaine de compétences. Ils vont ouvrir un grand musée, c'est prévu à Viver. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'en ai entendu parler. Enfin, ça fait des années qu'on en parle. On parle beaucoup dans cette île. J'aurais bien aimé que quand on parle... J'ai bien aimé, ça fait des années qu'on parle de ce truc-là. Mais effectivement, ce qui se fait... C'est vrai. Alors, c'est vrai aussi que des fois, il manque des fonds. C'est vrai que les finances ne sont pas toujours présentes pour faire les choses. Il y a des priorités aussi. Il y a des priorités, etc. Donc, c'est vrai que quand on dit quelque chose, ça serait bien qu'on commence à mettre la première pierre, surtout dans le cadre du patrimoine, ça serait intéressant. Voilà, Manuel, est-ce que tu peux nous diffuser un petit document quand même pour voir à peu près le travail, là, voir les pochettes Voilà, alors là, tu vas rester un petit peu là-dessus. Alors ça, c'est quoi par exemple L'agenda.
L'agenda. Oui, l'agenda, c'est un produit qui sort là. Qui sort là bientôt. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Alors, on va rester là-dessus. Agenda. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce voilà, l'agenda. Ça, c'est la première de couverture. Ouais, la première de couverture, et ce qu'on vient de voir, c'est à l'intérieur. Oui. Ouais. Explique ça. L'agenda 2024. Tu restes un peu sur l'image, Manuela. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ça? Alors, l'association Patriculture et quelques-unes de ses membres, nous avons décidé de lancer cette année un agenda. Ouais. Nous sommes restés dans notre philosophie de Patriculture et dans le contexte, parce qu'on entend beaucoup qu'on n'a pas d'héros, on n'a pas d'héroïnes. Femmes inspirantes de nos pays, etc. Ouais. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de héros et énormément d'héroïnes. Mais qu'il fallait trouver un outil pour pouvoir en parler. Donc, on a proposé, du coup, un agenda. Alors, l'idée n'était pas qu'il y ait que 12 parcours de femmes de la Martinique. Je trouvais intéressant qu'on ouvre un peu sur notre bassin. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver 4 parcours de femmes guadeloupéennes, Guyane. 4 guyanaises et 4 martiniquaises. Ce sont toutes des femmes, ça va du XVIIe siècle au XXe siècle. Elles ne sont plus vivantes. Aucune des femmes ne sont vivantes. Donc, on est parti du début. On a une marronne, une négresse marronne, on a des révoltés, on a des cadres infirmiers, on a des juristes, des femmes politiques, agricultrices, on a des artistes, voilà, des parcours très divers et à travers lesquels, à chaque fois, donc j'ai écrit les 12 biographies de ces femmes. On a fait une chronologie. On a également 12 femmes ont prêté leur voix pour qu'on puisse entendre ces voix. Audiovisuel à la fois. Exactement. On apprécie les voix et on a les images, oui. J'ai travaillé sur cet agenda avec Monique Jean-Noël Delaney, qui est graphiste. C'est à elle qu'on doit ce magnifique agenda. Et avec Aurélie Rano, qui est plasticienne et qui a redessiné l'ensemble des visages, y compris imaginer les visages qui n'existaient pas, puisque Claire, par exemple, qui est une négresse marronne de Guyane, nous n'avons pas de visage de Claire, et il a fallu faire un travail de contextualisation pour essayer d'approcher ce qu'elle pouvait être. Ouais. Parce qu'effectivement, en Martinique, vous savez, lorsqu'on parle la mulâtresse solitude, par exemple, en Guadeloupe, en Martinique, Lumina Sophie, etc. Donc, c'est resté dans le classique. Mais c'est pas figé. Vous avez voulu montrer qu'il y a d'autres ouvertures et sur le monde caribéen, notamment. Oui, parce que des héroïnes, il faut pas qu'on nous enfermions que sur la Martinique. Ouais. Et moi, j'ai découvert des parcours que je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler de Gertie Archimède, mais je ne savais pas qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait fait. J'avais déjà entendu parler d'Eugénie Tell, mais je ne savais pas Eboué-Tell, mais je ne savais pas. Je savais qu'elle était l'épouse du grand Eboué, mais je ne savais pas qu'elle avait été en résistance aux côtés de son mari. Donc ce sont des femmes qui sont engagées. Je ne connaissais pas, par exemple, Manuela Pioche. J'en avais jamais entendu parler. Dans le monde artistique, elle est connue. Mais moi, je ne suis pas dans le monde artistique. Donc, j'en avais pas entendu parler. Donc, je me dis que des comme moi, qui n'avaient jamais entendu parler de Manuela Pioche, il doit y en avoir une bonne centaine, 200, 300. Donc, c'était bien aussi de faire découvrir Manuela Pioche, par exemple, et de voir que les textes qu'elle chante sont d'une actualité terrifiante. Elle chante la misère de la femme, elle chante les femmes battues, elle chante vraiment des textes, et puis elle a une voix extraordinaire que je ne connaissais pas, des textes et une écriture que je trouve magnifique, et donc j'espère qu'à travers cet agenda, ça poussera la curiosité
d'aller un petit peu plus loin et de remettre ces femmes, ces 12 femmes, parce que pendant toute l'année, ça sera pas 12 juste... mois, 12 femmes, il faut bien préciser. Ça sera pas juste un agenda. Ouais. On a fait l'agenda, mais il y aura aussi un fascicule avec toutes les biographies, la vie de ces femmes-là. Et il y aura, pendant toute l'année, on va proposer des conférences, je vais enregistrer des podcasts pour parler du parcours de ces femmes, pour qu'on puisse les ancrer dans notre... Ouais, pendant qu'on parle, Manuela, ça serait bien également de diffuser des images de Sylvie en conférence, exactement. Donc il y a le côté que vous développez, mais il y a aussi le côté militante féministe, on dit, un petit peu. Ah bah oui, mais appelons un chat un chat. Bah. Alors, c'est pas parce que l'agenda est dédié à des femmes qu'on est en opposition avec les hommes. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui. Là, c'est une boutade. Ouais. Alors, c'est vrai que les hommes ont une part importante dans l'histoire. Souvent, on parle des hommes, de ce qu'ils ont fait, etc. Et que pour les femmes, c'est un peu réduit. Ouais. Donc, je suis une femme, donc il est normal, pas plus militante que ça. Bon, je milite, mais pas plus que ça. Et je trouvais intéressante qu'on s'intéresse aux femmes. Parce que souvent, derrière un grand homme, il y a une femme. Ah bah souvent, ça a été vérifié d'ailleurs dans l'histoire. Donc, c'était important qu'elle soit aussi présente d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et alors, là, on va entrer là maintenant dans la démarche pratique. Ça va sortir. Donnez-nous une idée de parution. Alors, mois de décembre au moins, novembre-décembre. Alors, normalement, ça doit sortir bientôt. L'ouvrage va être en imprimerie, j'espère, cette semaine. Nous avons ouvert une plateforme de crowdfunding, Ulule, pour essayer de récolter des fonds pour imprimer le document. Mais nous invitons aussi les gens qui ne veulent pas passer par Ulule à nous écrire à pour acquérir l'agenda, yt@gmail.com, de nous écrire pour pouvoir acquérir cet agenda. Et nous serons au salon de Noël qui va se tenir à Sainte-Luce, dans un hôtel de Sainte-Luce, où nous le proposerons également à la vente. Donc tout le mois de décembre, nous proposerons le fascicule et l'agenda à la vente. Et nous estimons nous pensons du moins, que ça peut être un beau cadeau de Noël, parce que Monique a fait un travail remarquable dessus, et Aurélie a fait en termes d'illustration, les biographies, un très beau travail. Ouais. Ça nous il y a un côté esthétique. Regardez, on les voit là. Il y a un côté, il y a un côté là, très vous êtes les esthétique. trois, comme on dit, métamanioc de cette affaire-là. Monique Delaney, qui est graphiste. Voilà. Il y a un côté esthétique qui est quand même... on a tenu à ce que l'outil soit très beau et pour que les gens le gardent. C'est pas un agenda qu'on jette, c'est un agenda qu'on garde dans sa bibliothèque. C'est un agenda avec une valeur documentaire qu'on garde, on peut faire référence après, Exactement. etc. Et puis, on trouve les QR codes parce que nous avons des amis qui ont accepté de prêter leur voix à chacune des femmes. Ah bon, c'est bien, vous l'avez dit. On va entendre Claire, on va entendre Gertie Archimède, on va entendre Solitude, on va entendre Lumina, on va les entendre, et ça c'est la plus-value de cet agenda. Avec votre téléphone portable, vous flashez le QR code et vous entendez la voix. Alors, Sylvie, on va dire en gros, on va sans toute prétention aucune, que vous êtes des novatrices en matière d'outils culturels aussi. C'est la première fois qu'on va réaliser un produit comme ça. Mais ça a déjà été fait. Alors, j'en avais jamais entendu parler. donc, on peut dire oui, que c'est un outil innovant. Dans sa manière d'être, puisque c'est un outil patrimonial, culturel, et puis aussi inscrit dans son temps, puisqu'il y a des QR codes dedans qui permettent d'entendre la voix de ces femmes, et puis esthétique. Oui, c'est esthétique, hein. Et donc, puis c'est la qualité. Représentatif de notre île, parce que ça montre que labellisé chez nous... peut-être aussi, certainement. Alors, il n'est pas labellisé, mais pourquoi pas?
Ça, c'est justement, ça peut j'allais y être une arriver. idée, effectivement. Et ça montre simplement que dans notre île, on va chercher souvent des compétences ailleurs, mais dans notre île, nous avons les compétences. Ouais. Et nous avons des compétences extraordinaires. Il suffit simplement de les solliciter et on fait des choses extraordinaires. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Alors là, je vais vous prendre un mot. Il suffit de les solliciter et de les accompagner. Par exemple, pour réaliser ça, j'ai vu que vous avez même lancé une cagnotte. Enfin, il y a un truc. Vous avez fait appel quand même à des financements, à des vraiment. Alors, nous avons été sollicités. Alors, c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas fait appel à des financements parce que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. L'idée, la réalisation. En chronologie, quoi. Voilà, ça a été très très court. Donc, on n'a pas pu. C'est pas quelque chose qui avait été pensé en amont. J'avais l'idée depuis longtemps. C'est des moyens quand même. Mais, le produit, ça demande mais on a travaillé entre guillemets pour rien. C'est-à-dire que les 3 copines, on s'est dit, on fait quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? On le fait. Et une fois que c'était fait, il fallait effectivement aller chercher les financements. C'était pas une optique commerciale, c'était pas pour au départ, c'était pas. Ça n'est d'ailleurs pas commercial au départ. Hein. C'est vraiment. On achète l'agenda et ça permet de rembourser les frais d'impression. Au départ, c'est pas un outil. On l'a pas pensé comme un outil commercial. Après, ça va venir peut-être parce que oui, il faut que ça le devienne. Ça dépend de la demande, effectivement. Voilà, ça va dépendre de la demande. Mais au départ, on l'a pas pensé comme un outil commercial. On l'a vraiment pensé comme un outil patrimonial. Et puis, on voulait que ça s'inscrive dans le contexte. Les gens sont en quête, donc on leur proposait un outil qui permette de répondre à quelques-unes de leurs questions. Ouais. Et c'est vrai que c'est posé la question de financement, oui, parce qu'il fallait l'imprimer. Donc on s'est dit, on va faire une plateforme de crowdfunding. On va demander aux gens d'acheter l'agenda. Ouais. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'aiment pas tellement la plateforme de crowdfunding. Donc, du coup, on va, sur fonds propres, imprimer l'agenda. Et puis, les gens vont l'acheter. Donc, vous-même, vous avez investi, les 3 copines-là, vous avez... Nous avons investi. Engagé votre argent. Nous nous sommes engagés. De cette opération-là. Et les personnes vont acheter. Entre-temps, j'ai été contactée par Madame Dirigeant, qui s'occupe de l'égalité homme-femme à la CTM, etc., et qui m'a proposé de monter un dossier pour avoir un financement. Oui. Donc, c'est un projet, là, mais comme tout le monde. Ce que j'ai fait. Et puis, la DRAC a envoyé également des demandes de subventions, de projets qui peuvent être subventionnés. Donc, je vais remplir le dossier pour que l'année prochaine, nous ne nous engagions pas autant. Ah bon, voilà. Mais l'année prochaine, ce sera pas on va pas rester. L'année va changer aussi, non? Chaque année, il y aura un agenda. Avec des trucs nouveaux. Nous avons de la matière pour plusieurs années. Ah non, mais c'est là que ça devient intéressant. Qui veut dire que. Alors là, on va élargir ça. La diaspora, il y en a partout, des Martiniquais, des Antillais, au Canada. Ça peut prendre une dimension même, on va dire, internationale. Oui. C'est prévu, déjà dès le premier, là. Alors, le premier... Je suis à Paris, j'ai mes enfants. Oui, voilà. C'est-à-dire que le premier, on va le distribuer à tout le monde. Toutes les personnes. Alors, il y en aura pas. Il y en aura pas 1000, hein. Il y en aura pas 1000. Parce que vous pensez bien que si on engage les fonds propres, on peut pas en faire non plus une quantité, voilà. Pléthorique, voilà. Ça sera une quantité limitée par rapport au budget que nous avons. Par contre, si on voit qu'il y a une demande qui est importante, les gens réagissent, les gens réagissent, et ils nous accompagnent financièrement, ils achètent, juste.
Accompagner financièrement, c'est acheter l'agenda. Il y a une demande qui se fait. À ce moment-là, on va en sortir davantage. Ouais. Mais là, on a prévu d'en sortir 150. On ne pourra pas aller au-delà de 150. Financièrement, c'est énorme. 150, c'est énorme. Non, 150. Sortir 150, c'est déjà un budget. C'est près de 4 000 € pour sortir 150 agendas. Oui, mais c'est bien que vous donniez quand même un ordre d'idée. Parce que les gens se disent, mais ils vont imprimer ça. Oui. On ne gagne pas d'argent. Ni Monique, ni Aurélie, ni la première année, nous n'allons gagner aucun sou, aucun argent. D'ailleurs, nous mettons de l'argent plutôt dans ça que nous en gagnons. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'explique que c'est pas une... c'est votre force de conviction. Vous savez pas, vous pensez pas que vous allez vous planter finalement. Mais c'est un risque quand même. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que j'ai pensé au plan A, j'ai pensé au plan B, au C et au D. Ah bon? Vous allez dire à long terme, ouais. Il faut toujours penser à plusieurs plans. Ouais. Le plan A, c'était la plateforme Ulule. Le plan B, c'est que si Ulule ne fonctionne pas, et ça en prend le chemin, le plan B, ça va être de vendre l'agenda de main à main. Ah oui, c'est prévu aussi. Le plan C, ça va être de faire des dossiers de subvention. Le plan D, ça va être de chercher un éditeur, que j'ai déjà trouvé d'ailleurs. Ah bon? Donc tout est déjà prévu, oui. Bien sûr. On fait les choses, mais... quelque part, on essaie de limiter la casse. Vous avez une vision à long terme. C'est-à-dire vous avez déjà vu... En tout cas, on s'est bien exprimé. Alors, on va remettre quand même la jaquette de cet agenda. J'ai l'impression que ça va cartonner parce que les gens vont aimer et ça va se vendre à l'étranger également beaucoup. Vous allez voir. Hein. Oui. Alors, ton message de fait, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, invite les gens à venir donc... Alors, j'invite toutes les personnes à nous aider, à nous accompagner sur ce projet c'est vrai que ça nous tient à cœur d'imprimer cet agenda parce que quand vous travaillez sur quelque chose, vous voulez voir que sa réalisation. Ouais. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire à tout le monde, quand vous avez un projet, quand vous avez une idée, ne restez pas au stade de l'idée. Allez-y. Et au fur et à mesure, quand des difficultés vont se présenter, vous allez essayer d'arranger ces difficultés. Mais ne restez pas au stade de l'idée. Allez-y. On nous a pas éduqués à devenir des entrepreneurs, mais je peux vous assurer que nous sommes, nous Martiniquais, dans l'âme, profondément entreprenants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un parcours de vie où vous voyez qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur pays et qui vous fournissent des outils pour mieux connaître votre histoire et votre pays, la Martinique. À très bientôt sur Zouk TV.